Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler d'une personne qui me tient à cœur, qui a joué un rôle important pour moi dans ma vie, c'est Eric Favre, des laboratoires Eric Favre. Quelqu'un qui a été pour moi un peu, vous avez certainement dû lire le livre Père riche, Père pauvre. Pour moi, il a été un peu comme un père riche, d'une façon indirecte. Ça n'avait pas été un enseignement direct, mais j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je l'ai fréquenté pendant des années, j'ai beaucoup voyagé. Avec lui, c'est lui qui m'a emmené pour la première fois à Los Angeles, pour la première fois à Dubaï. C'est lui qui m'a fait vivre, qui m'a fait manger pour la première fois dans les bons restaurants, aller dans les beaux hôtels. Voilà, le rêve un peu qu'on a tous plus ou moins. Voilà, c'est lui qui me l'a fait découvrir pour la première fois. Et j'avais envie de vous parler de lui. Je l'ai interviewé, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu le personnage, voir un peu aussi les épreuves. Il a eu des belles et grosses épreuves. On parle de quelqu'un qui, c'est important de le dire, qui a mené un empire sur plusieurs marques, Laboratoire Les Trois Chaînes, 3C Pharma, Eric Favre, la marque Eric Favre. Donc chacune fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc c'est vraiment un empire qu'il a créé. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'interview. Et laissez-moi des commentaires par la suite pour me dire si ça vous plaît ou pas. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse d'autres interviews avec d'autres personnalités de ce genre-là ou pas? Ça a été ce jour-là où je suis rentré dans le camion de police avec mon fils, menotté, et c'est le ciel qui m'a envoyé cette expérience, et que même si elle est totalement injuste sur le plan de mon intégrité, voilà, j'ai certainement ce que je suis de toute façon atypique et singulier, et je suis pas dans les normes, fait que la société m'a condamné, mais la vie m'a sauvé. Eric, ça me fait super plaisir d'être avec toi ici, chez toi à Dubaï. Voilà, on s'est perdu de vue pendant un petit moment. Voilà, donc je suis content de te voir. Je suis content de commencer cette nouvelle aventure avec toi, parce que j'aurais pas pu commencer d'une meilleure façon. Tu es la personne qui m'a le plus inspiré dans ma vie d'entrepreneur. Donc commencer avec toi, c'est vraiment génial. On s'est rencontrés il y a 10 ans. On avait un ami en commun qui était mon prépa physique, qui était René même. Il m'a emmené chez toi, dans ta belle et grande maison à Lyon. Ouais, donc j'étais impressionné par le personnage. Moi, avec mes complexes de l'époque, qui était le petit arabe qui vient des quartiers et qui va rencontrer un riche homme d'affaires dans sa belle et grande maison. Puis à la finale, ça s'est super bien passé et mon aventure, Eric Favre, notre aventure a commencé à ce moment-là. Puis on a fait plein de choses. Alors, tu m'as fait découvrir pour la première fois Dubaï. C'est toi qui m'as fait découvrir Dubaï pour la première fois. Los Angeles, qui a ouvert mon esprit. Voilà, il s'est passé plein de choses. Ça a changé vraiment la vision. J'ai su à ce moment-là ce que je voulais dans ma vie quand j'ai passé du temps avec toi. Voilà. Ce sentiment de liberté qui t'accompagne, qui est très fort, tu me l'as communiqué et je me suis dit, c'est ça que je veux. Je veux vivre quelque chose de semblable, de similaire pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Et je m'en suis rapproché. Bon, j'en suis encore loin, mais je m'en suis bien rapproché. J'ai une vie que j'aime beaucoup et tu as joué un rôle extrêmement important. Et je te remercie bien sûr pour ça. C'est moi qui te remercie. Et la question, c'est comment on fait pour passer de paysan à la tête d'un empire? Bon, déjà, merci Faisal de me permettre de pouvoir m'exprimer avec toi pour cette première interview que tu réalises donc sur ta chaîne de télé. Revenir un petit peu aussi quand même sur des choses essentielles, c'est-à-dire notre première rencontre. Toi, si tu étais impressionné, moi, c'est une rencontre qui m'a un petit peu fasciné à un moment donné, puisque le complexe, entre parenthèses, que tu pouvais avoir du petit arabe qui venait de sa cité, etc., moi, c'est un complexe qui m'a suivi toute ma vie. Pas d'être un arabe de la cité, mais d'être un petit-fils de paysan autodidacte, et qui a toujours été, je dirais, subi presque un racisme de mes proches, de mes aïeux, de ma propre race, de ma propre religion, dans la mesure où ma singularité et mon esprit de liberté a souvent dérangé. Et quand tu es venu, j'ai ressenti pleinement ce que tu pouvais ressentir.
Et c'est pour ça que les choses se sont bien passées, parce que je pense que ce qui nous importe, c'est notre humanité et le partage des valeurs et des passions qu'on pouvait avoir ensemble, et que la couleur ou la race ou la religion n'a aucune incidence quand on est honnête, quand on est sincère et quand on est libre de ses propres pensées. Après, comment on devient d'un petit-fils de paysan à un entrepreneur? Je pense que à la ferme, j'ai eu la chance d'avoir une vie où j'ai découvert toutes les valeurs du travail déjà. Avec une grand-mère qui était une entrepreneuse dans l'âme, mais qui était mariée avec un paysan, et donc qui a su exprimer ses valeurs d'entrepreneuriat à travers la ferme, en vendant nos fromages chez Paul Bocuse, en démarchant les plus grands traiteurs de Lyon, que ce soit Bonnard, Chorlier, etc. Et si à l'époque, quand j'étais enfant, je me rendais pas compte de ce qu'elle faisait, ce bout de femme, à un moment donné, a eu une démarche visionnaire, et je pense que je tiens ça dans mon ADN, et puis dans la vision, et dans ce que j'ai vécu avec ma grand-mère, et qui m'a montré que quand on veut quelque chose, et quand on le fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de travail, et le sens du service client, tout est possible. Et je pense que ma plus grande chance que j'ai eue, c'est d'arrêter l'école très tôt. Je pense que c'est ce qui m'a, de ne pas savoir quelque part, m'a permis de me dire que tout est possible, et j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie et tous mes rêves. J'ai mis ça dans un seul focus pour pouvoir me réaliser avant tout en tant qu'homme et entrepreneur. Tu n'as pas eu d'école de pensée en fait. Tu as rapidement commencé à réfléchir par toi-même. Voilà, et tu sais, il y a une expression que j'aime beaucoup, j'ai repris à plusieurs reprises, que j'ai même mis dans le dernier club que j'ai ouvert, c'est « Ils ont réussi car ils ignoraient que c'était impossible ». Et je trouve que cette phrase caractérise bien l'ensemble de ma vie, et que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas forcément, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une façon de penser, et je pense que je sais faire que ça en fait. Créer, entreprendre. Créer, entreprendre, partager. Pour moi, la notion de partage, de générosité, quand, tu sais, on parle d'empire, d'homme d'affaires, je me sens pas du tout concerné par tout ça. Je me sens concerné par mes espaces de liberté que je me suis toujours donné pour pouvoir progresser, pour pouvoir créer et pour pouvoir... Tu vois, l'exemple que tu me cites, je suis très fier et très heureux que je puisse être pour toi à un moment donné un déclic et une inspiration, mais j'ai pas fait ton chemin, je t'ai pas assisté, je t'ai pas aidé, comme tu l'as dit, on s'est perdu de vue, et c'est pendant le moment où j'étais plus avec toi, où je ne te sponsorisais plus, je n'étais plus avec toi, mais la charge que j'ai pu te donner à un moment t'a permis à toi, et toi seul, de faire ton chemin. Donc, et ça, tout le mérite te revient. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui étaient autour de moi, quand j'ai arrêté de les sponsoriser ou de les assister, etc., ils ont sombré et ils sont revenus à la case départ. Et tu fais partie des gens, il y en a d'autres, bien heureusement, qui ont profité en fait de cette inspiration pour pouvoir, à leur tour, faire leur propre chemin. Et je pense que c'est ce qui devrait être le cas, c'est de pouvoir élever les autres et les aider à grandir et à aller très haut, et pas vouloir tout garder sous soi comme beaucoup pensent. Moi, j'aide, je sponsorise, je tends la main. C'est pas pour contrôler et garder les gens sous mon contrôle, mais il y en a beaucoup qui ne savent faire que ça, et qui, dès que tu lèves et que tu leur donnes un peu de liberté, ils sont morts, ce qui n'a pas été ton cas. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je ne savais pas vraiment que... En fait, à un moment donné, tu as été un mentor pour moi, mais je ne le savais pas. Je n'étais pas conscient de ça. Je suis devenu conscient de ça quelques années plus tard, parce que tu étais dans ma tête. Et je me remémorais constamment, parce qu'on a fait quand même beaucoup de choses ensemble, on a beaucoup voyagé, et j'ai eu la chance de t'accompagner. Et ça me fait penser à un livre qui a cartonné, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais bien sûr. Voilà. Donc quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à notre histoire, à notre façon. Voilà, mais on a été au Canada ensemble, on a été aux États-Unis, à Dubaï, on a fait plein de choses, au Maroc, en Tunisie. J'ai souvent été avec toi, on t'a fait des rendez-vous où souvent j'étais avec toi, j'ai vu comment tu parlais, j'ai vu ta vision, ta façon de fonctionner, et je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux.
Et tu étais mon mentor sans que je le sache à ce moment-là. Voilà, et par la suite, je me dis non, c'est ça que je veux. Je veux aspirer à ce genre de vie. Et j'ai commencé à mettre des choses en place pour y parvenir. Et je suis très content, je ne compte pas m'arrêter là. Et je suis très content de la vie que j'ai. Donc, voilà. T'as un pilier sur lequel je me suis appuyé. Alors, dans ce que tu viens de dire, je pense que je ne suis pas dans ta tête. Je suis dans ton cœur. C'est pas la même chose. Être dans la tête, c'est beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations qu'on peut se faire. Est-ce que je vais y arriver? Et s'il fait ça, pourquoi? Machin, etc. Le mental, il brasse tout ça. Le cœur te permet de te mettre face à toi et de prendre ces vibrations un peu d'amour et d'exemple et d'inspiration et de faire les choses avec ton instinct à toi, avec ta vision à toi, avec voilà. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la différence. Tu sais, on est beaucoup dans le mental aujourd'hui, dans un monde de mental, et on en oublie l'esprit, qui est relié directement au cœur, à la sensibilité, à l'intuition, etc. Et moi, j'aime bien le mental. Avec le mental, on peut faire le pire comme le meilleur. L'esprit, c'est la spiritualité, c'est l'amour, c'est être connecté avec notre environnement, avec ce que j'appelle moi le monde de l'invisible, alors que le mental, souvent, nous en éloigne, nous met dans notre ego et dans une dimension qui est une dimension mentale qui est nécessaire dans la vie moderne. Mais il faut arriver à avoir le bon équilibre entre le mental et l'esprit. C'est deux choses sur lesquelles je fais une grosse différenciation. Ça représente quoi pour toi la spiritualité? Est-ce que tu La spiritualité, pour moi, elle est essentielle en dehors de tout courant spirituel. C'est-à-dire que dès qu'on commence à vouloir enfermer une chose, une pensée, ou un système de vie, ou la vie en général, pour moi, c'est quelque chose dans lequel je suis allergique. J'ai eu la chance, moi, de tomber dans ce monde de l'invisible et dans cette connexion avec notre environnement, avec la nature et avec une capacité de réfléchir et d'analyser et de me connecter directement avec les éléments. Tu verras dans le prochain livre que je suis en train de sortir, il m'est arrivé plusieurs choses dans ma vie assez étranges et qui m'ont toujours ramené à l'essentiel, qui est la joie, qui est l'amour, qui est de rester connecté avec notre environnement, de toujours me laisser vers l'acceptation, le lâcher-prise, le pardon et l'amour. Dès que j'ai oublié ces 3-4 choses, ma vie allait mal et elle m'a vite ramené à l'essentiel. Donc, et je pense que cette façon de penser, ce côté spirituel est libre, enfermé dans aucun dogme. Je suis dans ma propre vérité qui n'engage que moi et qui n'engage pas ni toi ni personne, mais je suis sur mon axe de vie et qui me permet de mener à bien ma vie, et comme je suis bien avec moi-même, je peux être bon pour les autres. D'accord. Et tu arrives à garder un niveau comme ça de spiritualité pendant les grosses épreuves, et notamment avec une sacrée épreuve hein, qui est la prison. C'est quand même quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, les premiers jours, puis la suite, voilà, ton niveau de spiritualité, ton mindset à ce moment-là? Est-ce que tu as réussi à rester accroché à tes valeurs? Voilà, je te laisse parler. Mais... Oui, bien sûr, là, quand ça te tombe dessus, c'est un coup de massue que tu prends dans la tête, que je veux dire, d'un seul coup, tout ton monde s'écroule et tu te demandes même qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui peut faire à un moment donné que tu en arrives là. Et la première chose que tu vois et qui te fait du mal, c'est voir ton environnement, ma famille, mes équipes, mes amis dans la souffrance due à ce coup que l'on a pris. Donc pour moi, la plus grosse difficulté dans ma vie, hormis de perdre mon père, mon grand-père, etc., ça a été ce jour-là où je suis rentré dans le camion de police avec mon fils, menotté, où à 1h du matin, mon fils est descendu dans une prison. Je ne savais pas où il allait et j'avais un sentiment de trahison dans la mesure où j'avais le sentiment d'avoir trahi mon fils parce que je lui ai toujours inculqué les valeurs et ce qu'on m'a appris moi, les valeurs du travail, de l'honnêteté, du courage, de la dignité, de l'honneur, et de montrer à un moment donné que le système judiciaire
et tout les méandres dans lesquels on m'a enfermé a emmené mes enfants, mon fils en prison. Ça a été très dur. Après, je suis revenu sur tout ce que j'avais. J'ai fait confiance à mon fils. J'ai toute ma confiance et tout mon amour, je l'ai mis en lui, qui m'a permis de passer le cap. Après, quand moi je suis rentré en prison, c'était que entre moi et moi. Le reste n'était pas très important. Et ce qui m'a le plus fait de mal et souffrir, c'est ce sentiment d'injustice. Mais bon, la vie n'est pas toujours très juste. Ou la vie l'est, mais le système et la société n'est pas toujours. Il y a une grosse différence entre la justice et le juste. C'est deux choses complètement différentes. Mais après, bon voilà, ça c'est un autre combat. Et j'ai vécu cette expérience comme quelque chose de très bénéfique en fait, pour moi en tant qu'homme. Elle n'a pas été pour ma vie d'entrepreneur, puisque ça a détruit beaucoup de choses que j'avais construites. On m'a tout pris à un moment donné. On a eu des accusations qui sont monstrueuses. On a été pilé vraiment de manière violente, très violente. Mais moi, en tant qu'homme, dans mon intégrité, ça n'a pas touché ma joie de vivre, mon désir de vivre, ma joie d'entreprendre, mon désir d'entreprendre, mon énergie, ma force. Bien au contraire, je pense que ça l'a renforcé, ça m'a montré que j'avais une capacité aujourd'hui d'adaptation et de rester quand même du bon côté, c'est-à-dire du côté de la lumière, de l'amour, et pas sombrer dans la haine et la revanche et la vengeance, qui pour moi aurait fait que, au-delà des années de prison et au-delà de tout ce qu'on m'a pris, ils auraient pris mon noyau de ce que je suis, et ça, ils l'ont pas pris. Ok. La première nuit, les premières nuits, quand tu arrives dans la cellule, comment tu te sens? Il y a quelqu'un dans la cellule, j'imagine, t'es pas tout seul. Comment ça se passe avec cette personne, avec La première nuit, quand je suis arrivé, j'étais tout seul. C'était très tard, j'étais très fatigué. Il y avait beaucoup de cris. Comme mon émission, mon affaire était passée de partout à la télé, j'ai entendu crier partout que le lendemain matin, ils allaient me défoncer dans la cour, puisque j'étais aussi là-bas encore atypique. Je suis pas un dealer, je suis pas un musulman, parce qu'il y a 70%, c'est des musulmans. Hein, je suis désolé de le dire. Et à mon grand regret par rapport à ça. Et finalement, je suis allé dans la cour, j'ai été moi, j'ai prévenu les gardiens de ce que j'avais entendu pour qu'ils interviennent si jamais il y avait vraiment un problème. Et puis je suis allé dans la cour, je suis allé serrer la main à tout le monde, j'ai fait des ponts, je me suis entraîné, je me suis très très vite intégré, j'ai répondu à toutes les questions qui pouvaient être là. Il y a toujours, comme dans la vraie vie, des gens qui sont méfiants, d'autres qui sont agressifs, et puis d'autres qui se posent des questions et qui viennent te voir. Mais les choses sont très vite bien passées. J'ai beaucoup appris, beaucoup appris dans ces 7 mois, et beaucoup compris de choses. Pourquoi ces garçons étaient là, pour la plupart, toutes les valeurs, l'énergie qu'ils avaient, du talent, mais que malheureusement, ils n'avaient pas la capacité de pouvoir l'exprimer dans la société d'aujourd'hui. Et ça te permet de prendre un petit peu de recul et de voir les choses un petit peu différemment. Et ils m'ont protégé en tant qu'ancien, ils m'ont adopté, accepté. Et c'était presque comme un père et ses fils, quoi, en fait. J'avais un rôle un petit peu de sage, de conseiller, de prof de sport. On venait me demander, l'ancien, ça veut dire quoi tel mot, ça veut dire quoi tel truc, etc. Et quelque part, j'avais le sourire, je rigolais. J'ai eu la chance d'avoir un ou deux détenus avec qui on a bien rigolé et qui étaient des jeunes d'une autre confession que la mienne. J'ai fait là-bas la canicule, le ramadan. Voilà, après, c'était une belle expérience. Belle expérience. Ouais, une belle expérience. Ouais. Et je peux pas imaginer aujourd'hui dans ma tête que c'était une mauvaise expérience. Parce que ça m'a encore remis face à moi-même et je suis fier de ce que je suis, malgré qu'aujourd'hui j'ai une image un peu sulfureuse parce que j'ai été en prison. Mais je sais qui je suis et ça, c'est la chose la plus importante. Maintenant, me reste à sauver mon honneur et sauver l'honneur de ma famille et de mes équipes en allant au bout de ce système judiciaire. Ouais. Est-ce que la vie, parfois, ne nous apporte pas ce dont on a besoin d'une façon ou d'une autre? C'est-à-dire que, est-ce qu'à ce moment-là, ou maintenant, tu as le sentiment que
ce petit passage-là, bon, tu as appris des choses, tu l'as dit, mais tu as recentré, tu as aidé à te focuser sur des choses. Je ne sais pas, hein, là, je te pose la question, hein, c'est une question ouverte. Est-ce que tu penses que la vie t'a apporté quelque chose, peut-être, qui était bon pour toi et qui t'a emmené à un niveau supérieur? Oui, voilà. Vu sous cet angle, en tant qu'être humain et en tant qu'homme, ça m'a permis de passer et de vivre cette expérience, d'en ressortir plus fort et beaucoup plus digne que si ma vie avait continué comme elle l'était. Il y a peut-être beaucoup de questions que j'aurais pu me poser auxquelles je n'aurais pas pu répondre sans vivre cette expérience. Et cette expérience me permet de répondre sur des questions sur moi-même que j'aurais pas eu le temps de me poser. Et j'avais une vie de fou, quoi. Je faisais 10 fois le tour du monde. J'étais arrivé même à au-delà de ce que ma propre énergie était capable de faire. Donc forcément, à un moment donné, j'aurais certainement eu une rupture d'une manière ou d'une autre. Et quelque part, je pense que c'est le ciel qui m'a envoyé cette expérience, et que même si elle est totalement injuste sur le plan de mon intégrité, voilà, j'ai certainement ce que je suis de toute façon atypique et singulier, et je suis pas dans les normes, fait que la société m'a condamné, mais la vie m'a sauvé. Ok. J'aimerais rentrer plus en détail sur le process de la réussite. Tu es parti d'en bas en tant que paysan. Comment tu as fait en fait pour atteindre ces levels-là, en expliquant, en résumant un peu les étapes, que ça semble quand même irréel, incroyable. Et je pense que beaucoup de gens se posent des questions vraiment sur comment on peut atteindre ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des petites étapes de ta vie qui ont fait que tu t'es appuyé sur telle ou telle chose, tu as créé telle ou telle chose pour arriver à la finale à gérer des boîtes qui pèsent des dizaines de millions d'euros? En fait, je me suis simplement, je n'ai pas dévoyé mon bon sens, ma simplicité, et j'ai essayé de chercher à chaque fois des solutions dans mes actions qui étaient simples. Je n'ai jamais cherché la facilité. C'est-à-dire que quand je fais une grosse distinction entre la simplicité, c'est aller droit au but, c'est de bien comprendre dans l'environnement dans lequel on évolue, en évaluant nos forces et nos faiblesses, et en sachant que l'action qu'on veut mener, elle est bonne, elle est bienveillante pour les clients ou pour les gens avec qui on travaille. Ça a toujours été, je suis né comme ça. Voilà, mes grands-parents, ma grand-mère, elle m'a toujours appris le beau, le bon et le juste. Donc dans mon business, j'ai toujours eu déjà cette première démarche. Après, c'est l'énergie. J'ai la chance d'avoir une énergie qui est hors norme. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Il n'y a pas beaucoup de gars à 35 ou 40 ans qui arrivent à me suivre aujourd'hui, encore dans ma vie. Donc c'est une chance, j'y peux rien. Et après, je l'ai entretenu avec je me suis jamais drogué, j'ai jamais fumé, j'ai jamais été alcoolique. Voilà, j'ai certainement eu d'autres travers dans ma vie, mais j'ai toujours eu un sens de la survie et dans le temps, parce que pour moi le temps n'existe pas. Donc on a une durée de vie, mais je me suis jamais donné des objectifs en me disant dans 1 an, dans 2 ans, je serai ça, je serai ci. Non, je veux juste être maintenant moi. Et j'ai de l'énergie, et j'ai essayé toujours aller sur le terrain. Le terrain m'a toujours sauvé, c'est-à-dire que aller sur le terrain, ça demande de l'effort, ça demande d'aller se confronter aux autres. Ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, on se confronte aux autres via les réseaux sociaux, mais aller pousser une porte et aller se confronter à la personne en réel et comprendre l'environnement dans lequel elle évolue, le vrai environnement, et comprendre quels sont ses besoins, et qu'est-ce que moi je peux faire pour lui apporter des réponses à ses besoins, c'est mon rôle. Mais c'est pas des choses qui sont truquées ou qui sont inventées dans des bureaux des grands consultants de je sais pas où, ou qui sont dans une vision de tenir et de contrôler les gens. Moi, c'était toujours dans une vision de développer la liberté, de développer des richesses, tous ensemble, et de partager ça ensemble. Et les clients me l'ont rendu très rapidement. Ils sentent la sincérité, ils sentent l'honnêteté. Même si au début, ils te trouvent un peu bizarre parce que tu en as 10 qui font un discours et une manière de présenter les choses, et toi, tu arrives avec un discours qui est complètement autre et différent. Mais à la sortie, ils voient que quand il y a des difficultés, toi, tu es là et eux sont en train de discuter. Et quand il y a des bonheurs, tu es avec eux pour les partager et eux les font de leur côté. Donc, c'est
c'est ma capacité à m'imprégner et à m'investir à 100% dans tous les actes que je fais. Un client, je l'abandonne pas, ni quand il est haut, ni quand il est en bas. Donc ça a toujours été le fil conducteur de ma réussite et mon implication sur le terrain. Combien de fois on m'a dit, mais j'ai jamais vu un boss, un patron, qui vient pousser une porte de pharmacie, qui vient pousser un truc de club, qui était chez les fournisseurs. J'étais de partout. D'ailleurs, la justice, ils se sont posé des questions parce qu'ils ont bien vu que je bossais 17 heures par jour. Parce que quand j'étais à Dubaï, je répondais à mes mails en France, en Chine, que voilà, j'étais tout le temps en train de répondre et mes fils, Jonathan notamment, a pris ce relais il transforme en plus le succès de cette compagnie encore aujourd'hui en ayant ce comportement d'être très proche des clients. Et aujourd'hui, les clients me disent, nous on bosse parce que ton fils, il a repris le relais, il est là, quoi. Il nous répond, et les deux gamins sont les clients, c'est eux qui tiennent encore un peu ça de par leur comportement. C'est quelque chose qu'on a de inné, de vissé, c'est dans notre éducation, dans notre culture. Tout le monde pense qu'on pense à soi parce qu'on réussit, mais j'ai réussi parce que je pensais aux autres. Ok, c'est percutant. Je rebondis sur ça pour parler de la mentalité qu'on voit. On vit dans une époque où on voit que quand je pose la question aux enfants, même de 10 ans, 10-12 ans, et ça va jusqu'à 24-25 ans, voire plus, ce qu'ils veulent faire. Donc tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut devenir influenceur ou s'enrichir très vite dans la crypto, et ils sont persuadés que c'est facile et que ça va aller très vite. C'est le truc qui me surprend le plus quand je pose des questions. Donc on vit dans une drôle d'époque. T'en penses quoi en fait? Tu as dit le mot. Tout le monde recherche la facilité. Ah. Et tout est fait pour que on aille vers la facilité. Aujourd'hui, de penser qu'il faut labourer une terre, de la travailler, de semer, de désherber, de récolter. Aujourd'hui, les gens ils veulent la récolte tout de suite, quoi. Voilà. Donc on est dans un système aujourd'hui où on va à la facilité. À mon âge, quand j'avais 20 ans, mes copains me disaient « Ouais, moi, à 60 ans, j'espère que j'aurai ci, j'aurai ça. » Aujourd'hui, les gamins, ils ont 20 ans, et ils m'expliquent qu'à 35 ans, ils espèrent qu'ils vont être milliardaires. Ouais. Donc, je sais que le système économique et tout ça a changé, mais à un moment donné, il y a beaucoup de milliardaires de 20 ans, etc. C'est vrai, donc ça leur met des étoiles dans la tête. Tu vois bien aujourd'hui les 10 plus grosses sociétés, même en termes de notoriété, c'est plus Coca-Cola, Mac, Walmart, etc. Aujourd'hui, c'est que des boîtes du digital. Donc on est dans un changement d'air où les gens ne veulent plus faire l'effort. On est devenu mou, on est devenu peureux. Tout le système nous met dans la peur. On a peur de tout. On a peur du voisin, on a peur du barbu, ouais. On a peur du noir, on a peur de. Et on est dans un système où on a changé complètement tous les codes. Et les gamins, il leur reste que le digital, planté dans leur chambre, à rester des heures, à devenir complètement gogo là-dessus. Et on est déconnecté complètement de notre réalité. Et notre réalité, c'est notre environnement naturel. Et là, on est arrivé à l'apogée de l'intelligence humaine, où on est capable aujourd'hui de déraciner l'être humain de son environnement et de son écosystème naturel pour l'imbriquer dans un système éco-technologique qui est contrôlé. Et on est à la fin, pour moi, de l'homo sapiens. On est en train de rentrer dans l'ère de l'homo-technologie, où voilà, toutes nos valeurs, toute notre culture, tout est en train de sauter. Et c'est pour ça qu'on va dans la mondialisation. Les hommes sont plus des hommes, les femmes sont plus des femmes, ouais. Et les animaux deviennent des humains. Et puis, on est dans un monde de dingue, quoi. Ouais. Et on devient dans un monde technologique, robotique, où demain, l'être humain, qu'est-ce qu'il va être? Un esclave moderne qui ne pense pas, qui n'a pas le droit à avoir de recul et d'analyse, qui doit simplement bosser, fermer sa gueule et rentrer chez lui et consommer. Donc c'est vrai que les gamins, les jeunes, c'est compliqué pour eux. Donc ils ont un seul espoir, c'est de dire peut-être qu'avec la technologie, je vais m'enrichir et ne pas subir et devenir un acteur de tout ça. Mais malheureusement, toutes leurs plus belles années, ils sont en train de dévorer leur cerveau. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? S'adapter. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand j'en parle avec certains,
ils peuvent même m'accuser ou nous accuser de tueurs de rêve quand je leur explique que c'est beaucoup plus difficile que ça, et que c'est beaucoup plus long. Le process de la réussite prend du temps. Comme je dis souvent, on peut changer de cap de façon instantanée, mais pour atteindre la destination, ça met plus de temps. Et ça, à notre époque, c'est devenu quelque chose pour les jeunes, pour la majorité, quelque chose d'inaudible. Parce que c'est à nous de nous remettre en question aussi. C'est-à-dire que tu touches un sujet qui est très important, parce que j'y suis passé par là et j'ai compris, et c'est pour ça que j'ai investi dans la métaverse. Donc tu vois, c'est complètement paradoxal avec ce que je viens de te dire. Mais c'est à nous aussi de se dire qu'on est devenu obsolète avec notre système de vie, pas de pensée, mais notre système de vie, et qu'il faut se mettre à la portée aujourd'hui des jeunes. Et moi, j'écoutais mon grand-père quand j'avais 20 ans, mais maintenant que j'en ai 60, j'écoute des gamins qui en ont 20, parce qu'ils sont plus ancrés dans le système. Donc si je les écoute pas, et que je leur demande de m'écouter, je leur rends pas service. Parce que je suis complètement à ramasse et à côté de la plaque, parce que mon éducation, ma culture, par là où je suis passé, n'a rien à voir là où ils sont. Mais le monde d'aujourd'hui leur appartient. Moi, c'est le monde d'hier qui m'appartenait. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est de leur mettre et de leur inculquer des valeurs de courage, d'honneur, de loyauté, de toutes ces choses. Mais ils vivent dans un paradigme qui est complètement différent du nôtre. Où effectivement, il est possible de devenir un milliardaire à 20 ans. C'était parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une idée et qu'elle devienne universelle en 30 secondes. Avant, c'était impossible. Donc, on a du mal à se comprendre, et c'est plus les jeunes qui vont essayer de comprendre les anciens, c'est maintenant nous, anciens, je me considère comme un ancien, qui essaient de me mettre dans leur peau et d'essayer de comprendre dans quel monde ils vivent aujourd'hui et comment, en allant avec eux, en les accompagnant et en jouant le jeu dans ce monde-là, comment je vais pouvoir défendre encore un peu les dernières valeurs qui nous restent, parce qu'autrement, autant me retirer et puis aller dans une île ou au fin fond de ma Drôme, et puis vivre en ermite, parce que à ce moment-là, je me dis que je servirai à plus rien. Et c'est pas dans ma philosophie. Je veux dire, moi, la retraite, c'est quelque chose qui me parle pas. Moi, je suis un entrepreneur et je pense que je le serai jusqu'à mon dernier souffle. Et mon devoir, c'est d'être avec les jeunes aujourd'hui et d'essayer de m'intégrer dans le monde d'aujourd'hui. Et simplement en essayant de leur apporter cette force, cette énergie, cet éveil, pour pas qu'ils perdent complètement leur humanité, mais les aider à développer le monde technologique dans lequel on vit. Et ils ont pas si tort que ça, en fait. D'accord. Mais à la finale, ce que je trouve, moi, un petit peu dommage et qui me fait un peu de peine, c'est que très peu vont réussir, très peu de ces jeunes-là, un très faible pourcentage, et la majeure partie des gens rêvent vraiment d'exploser, sont persuadés pendant des années et perdent des années de leur vie en étant persuadés qu'ils vont devenir milliardaires très rapidement, multimillionnaires très rapidement. Et ils ont perdu cette patience. Tu sais, un peu, c'est le contraire de la méditation, tu sais, les Reels ou TikTok. Voilà, ils sont constamment dopés à ce genre de choses, ce qui fait qu'ils n'ont même plus la capacité de se poser et d'avoir des vraies discussions plus de 10 minutes. Ça devient même ça compliqué. C'est ce que je trouve inquiétant dans le monde dans lequel on vit. Que ce soit inquiétant sur le plan de l'humain, c'est inquiétant par rapport à là où on vient, mais quand tu vois qu'effectivement, dans cette manière de faire et cette manière d'évoluer, cette personne-là va devenir riche et va réussir ce qu'elle estime réussir sa vie, c'est à nous de nous poser les bonnes questions. C'est-à-dire, bon, effectivement, on a basculé dans un autre monde. Et qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est digitalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des réponses qui sont instantanées, alors qu'avant, il te fallait vivre des expériences et puis apprendre dans le temps. Aujourd'hui, un gamin de 20 ans, dans tout ce qui fait notre écosystème aujourd'hui, économique et même social, un gamin de 20 ans a autant, et si ce n'est plus, de bagages qu'un mec qui a 60 ans, qui est complètement déconnecté aujourd'hui du monde dans lequel on vit. Donc il faut arriver à trouver le bon milieu, et puis de rester intégré. Et comme je le dis, c'est soit on s'adapte, soit on va disparaître. Et moi, j'ai pas envie de disparaître en étant vivant. Je suis un entrepreneur et mon devoir, c'est de m'adapter à l'environnement dans lequel je suis, qui est différent par rapport à celui qu'il y avait il y a 20 ans, où il y a 20 ans, il y a beaucoup de mecs qui ont créé leur laboratoire, qui ont lancé leurs compléments alimentaires, qui ont voulu faire ce que j'ai fait, mais il y a eu très peu d'élus.
Il y en a beaucoup qui se sont plantés aussi. Donc, on ne peut pas considérer qu'on casse les rêves des gens. Parce que on sait très bien qu'il n'y aura pas 10 000 Bezos, 10 000 Musk, et je tape dans un truc encore, mais même à un autre niveau, parce que c'est la loi de la vie, c'est la loi du marché. C'était la même chose au temps de Cro-Magnon. Je veux dire, ils avaient tous des massues, mais à un moment donné, celui qui avait la plus belle fille et qui avait le plus beau morceau de dinosaure, c'était le mec qui était le plus fort et qui s'en sortait et qui t'en avait 12 qui mouraient à côté. Quelque part, les choses ont changé, mais les règles sont les mêmes. Donc tu sais t'adapter, tu vas créer une métaverse, tu es complètement connecté à... Parce que la question qui suit, c'est quoi la suite? T'en as dit en partie, tu es complètement connecté dans ce qui se passe en ce moment. Je sais que tu es connecté aussi en Afrique, à Dubaï bien sûr. Donc c'est quoi maintenant moi, c'est de rester complètement intégré dans la vraie vie, dans l'humanité, dans toutes ces valeurs-là, et de me dire, bon, je vais dans le monde de la métaverse et de la technologie et autres, avec pas l'envie de devenir le prochain big boss de la métaverse, mais simplement on me disait je vais créer une communauté où on va partager aussi ce que je suis, mais je ne peux plus le partager simplement à travers des livres ou à travers un site internet, je peux les partager à travers une nouvelle technologie. La technologie en soi, elle n'est pas mauvaise, c'est ce que l'on en fait. Si la technologie est ouverte, elle est à la portée de tous et elle permet à chacun de pouvoir s'exprimer et avoir un espace de liberté, elle est bonne. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette technologie, elle est fermée, elle enferme les gens, elle enferme les pensées, elle lobotomise les cerveaux, mais elle pourrait faire autre chose. Donc moi, je suis un peu idéaliste et je me dis, peut-être qu'à un moment donné, on peut partager d'autres choses et donner une opportunité de penser différemment, d'être différent. Mais si tu rentres pas là-dedans, ton message ne dépassera pas le quartier de Toulon, en fait, tu vois. Ou moi, voilà, c'est une évidence. Okay. Et on n'intéressera personne. Parce que finalement, tout ce qu'on aura beau dire montrera qu'aujourd'hui, on n'a pas su s'intégrer et être des gagnants. Donc notre discours, il est plus audible. On va expliquer aux gamins que, voilà, nous, il faut qu'ils nous écoutent. Mais finalement, on va plus dépasser un certain niveau. Donc notre devoir, c'est d'y aller aussi, puis de montrer qu'on est intégré avec eux, qu'on peut réussir, mais qu'on a aussi des valeurs que eux doivent intégrer. Si tu avais des entrepreneurs en face de toi, des jeunes entrepreneurs, c'est quoi le conseil ou les conseils que tu leur donnerais? Le conseil que je leur donnerais déjà, c'est bien sûr d'avoir la foi dans le projet qu'ils ont, c'est d'avoir un projet qui soit construit et clair et compréhensible, parce que moi aujourd'hui je rencontre, là tu vois je suis à Dubaï, j'ai dû rencontrer 10-15 sociétés naissantes et autres où au bout d'un quart d'heure, tu t'aperçois que les gens sont en plein délire, quoi, en fait. Et que, bien sûr, dans ces 15 que j'ai rencontrés, il y en aura peut-être un et peut-être aucun qui arrivera au bout de son projet, parce qu'on est plus dans une dynamique aujourd'hui de présenter un pseudo-projet, de vouloir lever des fonds. On est dans un système purement financier et plus entrepreneur, et à un moment donné, il faut avoir du bon sens. Et puis, il faut y aller, il faut défendre ses projets sur le terrain, il faut avoir la capacité de créer un produit, d'aller vendre ce produit, de commencer à créer quelque chose de vertueux, et une fois que ça fonctionne, à ce moment-là, effectivement, à aller lever des fonds. Mais ça demande de se lever, ça demande de bouger. C'est ce que je dis même à des gens de ma famille, je dis arrêtez de rêver qu'en restant de chez vous, vous allez arriver à faire des fortunes sur la crypto, voilà, la crypto, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Bien sûr qu'à un moment donné, il y a des plus érudits et des plus malins que les autres, mais que tous ces trucs de blockchain, de NFT et autres, ça a fait une bulle qui est énorme, et que si t'es pas investi à 100% dans ce que tu fais, ça devient compliqué. Même si on est dans le digital, c'est important. Moi, j'en bave sérieusement. Je veux dire, dans la métaverse, il y a des choses, je comprends rien, mais j'essaye de comprendre pour voir comment je vais pouvoir, moi, devenir un vrai acteur là-dedans. Je cherche pas à être grand, donc il faut être sur le terrain, il faut comprendre les produits que l'on vend, il faut donner un sens à ce que l'on fait, et aller les défendre, et puis faire le premier millier d'euros. Une fois que tu sais faire 1000 euros, tu sais faire 10 000. Une fois que tu sais faire 10 000, tu sais faire 100 000. Tu évalues ton marché, et puis après, t'y vas, et puis après, tu t'entoures de gens qui ont les compétences que tu n'as pas, qui ont les qualités que tu n'as pas, pour pouvoir continuer à développer ton entreprise. Moi, je suis toujours parti d'un principe, moi, je sais rien faire. Rien. Mais je sais faire. Et ça, savoir faire quelque chose te bloque dans quelque chose qui est ta fonction,
Moi, ma fonction, elle est d'être chef d'orchestre et de faire faire. Je suis tranquille avec ça, j'ai pas de honte, j'ai pas d'ego. Ça m'a réussi jusqu'à présent. Et j'accepte ce que je suis pas un intello, un manuel, voilà, mais je sais faire faire. Donc j'utilise cette qualité et je cherche pas à être autre que ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'Afrique? De ce que tu fais un peu au Sénégal? De ce que tu fais à Vision? L'Afrique, c'est un coup de cœur. Tu sais, aujourd'hui, je suis un entrepreneur de 60 balais qui entreprend depuis 30 ans en France et qui, à un moment donné, a décidé de conquérir le monde. J'en ai présent dans 72 pays. Pendant toute ma vie, j'ai été super fier que moi, petit-fils de paysan, prendre le drapeau français et être capable, sans parler anglais, sans avoir de gros groupes derrière moi, implanter le drapeau français dans ces 72 pays. Arrive un moment où on te crache à la gueule, on te met en prison, on te traite de tous les noms et que tout ça pourrait me rendre malheureux, amer, et j'ai pas envie de ça. Donc j'ai décidé qu'à un moment donné, je n'avais plus. Si on ne t'accepte plus, on ne te veut plus. Je vais pas m'imposer et souffrir et être mal. Donc j'ai décidé à un moment donné d'aller faire profiter de mon expérience, de mon savoir-faire, de mon énergie dans un autre pays. Et je trouve que l'Afrique ressemble à ce que je suis, c'est-à-dire à quelque chose de beaucoup plus primaire aujourd'hui, mais où il y a une capacité de développement qui est hors norme, où il y a une jeunesse qui est fabuleuse, où il y a beaucoup de talent, et que si je peux aider ces pays d'Afrique et le peuple africain à entreprendre et à obtenir leur souveraineté, celle que nous on a perdue en France, ce que je peux pas faire dans mon pays, si je peux être utile dans un autre pays, je serais heureux de pouvoir le faire. Alors que et ça, en plus, ça m'a permis de retrouver mon humanité, parce que là-bas, rien n'est facile. Les choses sont un petit peu plus simples. Les gens sont souriants. Quand tu fais quelque chose, ils te remercient. Tu as le sens du village, de la famille. Je peux être à Dakar comme dans les quartiers dans les régions de Jolof, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et être à table avec les gens par terre en train de manger le tiboudienne. Et ça me fait tellement du bien et tellement vibrer au plus profond de moi-même qu'il n'y a aucune tour et restaurant 7 étoiles ou 18 étoiles, n'importe où, qui peut me donner ce bonheur et cette plénitude. Donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. D'accord. Ça fait plaisir à entendre en tout cas. Et je rebondis sur cette dernière question. C'est quoi le bonheur pour toi? Pour moi, le bonheur, c'est d'être en adéquation avec soi-même, savoir qui on est, d'avoir cette liberté et d'être capable de laisser la liberté aux autres d'être ce qu'ils doivent être. Je m'explique. Mes relations, moi, par exemple, de couple, je n'aime pas le couple en tant que tel. Ça n'a jamais été... j'ai toujours été polygame depuis tout le temps. J'aime la liberté de l'autre, j'aime que la femme soit libre, et en étant libre, autonome, si elle a encore de l'amour et qu'elle veut rester avec moi, pour moi, c'est du vrai amour. Donc c'est ce qui me rend heureux. Pour moi, c'est le bonheur, c'est la liberté des uns, ma propre liberté, et que on soit en phase avec soi-même, quelle que soit notre fonction, ce qu'on fait. Voilà, être en phase avec soi-même, et être honnête avec soi-même, quand on n'arrive pas à être honnête avec soi-même, c'est impossible d'être honnête avec les autres. Et parfois, c'est brutal, c'est choquant pour les gens quand tu leur dis les réalités. Mais bon, après, c'est de se donner le droit, comme je le dis souvent, d'être idiot, d'être bête, d'être lâche, d'être traître. Voilà, je me donne tous les droits, mais le seul droit que je me donne pas, c'est d'être malveillant, de rentrer dans des choses négatives comme la haine, la revanche, la violence. C'est des choses qui ne m'intéressent pas. Et tout ça me rend heureux, puisque à 60 ans aujourd'hui, je fais le bilan de ma vie, je suis en pleine forme, j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai de l'amour autour de moi, j'ai encore envie de bosser, j'ai encore... Voilà, la vie est magnifique, et je me dis, finalement, je suis pas malade, j'ai jamais pris de médicaments de ma vie.
je me dis, finalement, ta façon de penser, ta façon d'être, elle est peut-être pas si mal que ça, quoi. C'est certain. Je te remercie beaucoup, Eric. Je sais que tu as un rendez-vous, que tu enchaînes sur d'autres rendez-vous. Je te remercie en tout cas de nous avoir reçus chez toi à Dubaï. Ça fait plus que plaisir. Maintenant, c'est une relation. À l'époque, j'étais seulement boxeur. Donc là, moi, j'ai arrêté ma carrière. Donc, je suis devenu à plein temps entrepreneur. J'aime penser qu'on va faire de belles choses ensemble dans le futur. En tout cas, c'est un grand plaisir de te voir. Et je te remercie beaucoup pour cette super belle interview. Merci Faisal et encore félicitations. Je ne sais pas ce qu'on fera dans le futur, mais en tous les cas, on fait des belles choses dans le présent. Ouais. C'est le plus important. Et je te souhaite bon vent et surtout de bien continuer à trouver et de rester sur ton chemin et de garder la vision claire, quoi qu'il arrive. Aussi bien dans les hauts que dans les bas. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci Eric.